Bonjour, j'ai le plaisir effectivement d'intervenir sur les jardins. Je ne suis pas tout à fait formé pour parler des jardins puisque j'ai fait toute ma vie d'économie. Mais à la retraite, j'ai trouvé intéressant de m'intéresser à l'histoire de Caen. J'ai donc commencé par l'histoire des moulins, ensuite l'histoire des hôpitaux. Et puis un jour, j'ai une petite fille qui m'a dit les hôpitaux c'est barbant, les moulins c'est barbant, tu devrais parler des jardins. Et donc voilà pourquoi j'ai fait l'histoire des jardins depuis le Moyen Âge, puisque le principe que j'ai suivi, c'est de prendre un domaine, une activité, et de la suivre sur le temps long avec ses évolutions. Pour les moulins et les hôpitaux, on observe de grandes permanences, avec ensuite, à partir de la révolution industrielle, des bouleversements, alors que pour les jardins, les évolutions sont permanentes et on va les étudier en 3 temps, un temps qui s'accélère en quelque sorte. D'abord, le temps du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire quelques jardins ornementaux, mais surtout des jardins vivriers, puis les jardins de la Renaissance. Ensuite, les bouleversements de la Révolution de 1789 et ensuite de la Révolution industrielle surtout. Et puis enfin, après la guerre, la ville se verdit, d'abord un peu avec la reconstruction, et puis surtout avec la création véritablement de jardins à partir des années 80, ce qui n'avait pas été le cas dans les siècles précédents. Alors, si on commence par effectivement le Moyen Âge, une carte est tout à fait intéressante, c'est la carte de Caen. Vous voyez, avec ces murailles tout autour, une enceinte qui fait le tour de la ville, surmontée bien sûr par le château, mais les remparts vont de l'Orne, puis entourent le château, et à l'est et à l'ouest, les 2 abbayes sont à l'extérieur de la ville. À l'intérieur de la ville, il n'y a pas de jardin, sauf de petits jardins particuliers, sans doute, de jardins vivriers. Alors, il faudrait que je précise ce que j'entends par jardin. Quand on prend le Petit Robert, le jardin, c'est un espace clos. Donc j'ai retenu cette définition, j'ai retenu les jardins remarquables, comme ceux des abbayes et des congrégations religieuses, ceux des hôtels particuliers, les jardins appartenant à des établissements publics, les jardins publics par conséquent éventuellement, mais je n'ai pas retenu les jardins particuliers pour une raison documentaire. Ça demandait un trop gros travail de recherche sur l'existence de ces jardins, sur leur traitement. Donc je les ai exclus, ce qui évidemment est une réserve à l'histoire que je fais des jardins de Caen. Et puis j'ai ouvert la notion de jardin à des espaces qui ne sont pas clos, tels par exemple la prairie, tels des allées, des espaces verts, tels la vallée des jardins par exemple, tout un ensemble d'espaces naturels sur lesquels se fait le verdissement des villes aujourd'hui. Donc voilà ma définition. Et dans ce camp du Moyen-Âge, à l'intérieur de la ville, on peut penser, quand on regarde attentivement cette carte, qu'il n'y avait que de petits jardins vivriers, notamment le long des remparts, là où l'espace était moins, où il n'y avait pas de logement. Les jardins sont à l'extérieur des remparts, c'est-à-dire c'est en particulier les jardins des 2 abbayes, qui sont là depuis le XIe siècle. Et quand on regarde la première abbaye, l'abbaye aux Hommes, on voit tout de suite ces jardins. L'abbaye aux Hommes, d'abord, ce qu'il faut le remarquer, c'est qu'à l'est, ici, elle est contrainte par les remparts. Vous voyez la muraille, là, donc les jardins ne peuvent pas se développer vers l'est comme ils le font aujourd'hui. Les jardins se développent vers le sud ou vers l'ouest, un tout petit peu vers l'ouest, mais surtout vers le sud. Et ce sont des jardins essentiellement vivriers, des jardins potagers, tout à fait dans la pointe sud, des jardins des vergers, comme ici, sans doute des pommiers, et puis quelques jardins ornementaux, mais très peu, dans les angles rentrants, en particulier dans celui-ci, l'angle rentrant du logis de l'abbé, qui a aujourd'hui disparu. Et d'ailleurs, il y a une phrase de je ne sais plus quel auteur qui montre la beauté de ce jardin ornemental. Mais il n'y a pratiquement pas de jardin ornemental, ce sont des jardins vivriers. On peut ajouter bien sûr le jardin du cloître,
que l'on distingue très mal sur ce plan, qui comprend normalement un plan christique, hein, c'est-à-dire 4 carrés correspondant aux 4 orientations, un grand espace avec 2 allées qui forment ces 4 éléments. La source sur l'abbaye aux Dames, si on prend toujours un plan, ce qui va vous montrer la limite des sources cartographiques, le jardin de l'abbaye aux Dames, représenté sur ce même plan, le plan de Gomboust, on a l'impression qu'il n'y a qu'au mieux un verger ou un ensemble d'arbres. On dirait aujourd'hui, comme certains, une forêt urbaine. Eh bien, ce plan ne nous donne aucune source et personnellement, j'ai des doutes sur la véracité de ce plan. Ce n'est pas la première fois on peut mettre en doute des plans. Parfois, le cartographe, quand il ne sait pas beaucoup de choses, il fait un joli parterre ou il met des arbres. Pourquoi je dis ça? Parce que des sources écrites, cette fois-ci, nous disent qu'à l'abbaye, il y avait d'abord des vignes. Bon, ça va peut-être revenir maintenant, mais il y avait des vignes au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Petite piquette, une clairette, comme on faisait autrefois. Il faut dire aussi que dans les abbayes, on buvait... Il y a eu des statistiques qui ont été faites, des recherches. C'était parfois un demi-litre de vin et par personne. Eh bien, dans ce jardin, il y avait un potager qui n'est pas représenté ici, et un verger. On le verra par la suite. Ces abbayes avaient des possessions très importantes qui leur avaient été données par les ducs de Normandie au fur et à mesure de l'histoire, si bien qu'ils avaient des fermes, des fermiers à l'extérieur de Caen, qui leur apportaient la nourriture. Je dis ça parce que le besoin de jardin potager n'était pas très ressenti, puisqu'il y avait ces fermes, d'une part, et d'autre part, l'entretien de leur jardin, y compris les potagers, était souvent réalisé par des jardiniers, ces abbayes étant donc richement dotées. Voilà ce que l'on peut dire sur les jardins dans le camp du Moyen-Âge, avec cependant, dès que dans cette ville fortifiée, venaient jusqu'au rempart des prés. Vous voyez ici, au sud, c'est la prairie. Au nord, on a aussi des prés. Donc la ville était entourée de prairies. Au sud, c'est ce qui deviendra, bien sûr, ce que l'on appelle la prairie. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Prairie qui était un lieu de récréation, puisque les étudiants, souvent, s'amusaient dans cet espace. Alors, les jardins ornementaux vont commencer à apparaître avec la Renaissance. Le jardin qui était un jardin vivrier va devenir un jardin ornemental. Ornemental de la maison, du manoir, de l'hôtel particulier, avec peu à peu un dessin qui va se former, une pelouse, et puis éventuellement une allée qui traverse cette pelouse et qui accentue la symétrie de l'hôtel particulier. Ce sont ainsi à Caen les hôtels de Taon, l'hôtel de Mondrinville, je ne sais pas si vous le voyez, qui est près de la Caisse d'épargne, et le bâtiment qui subsiste d'ailleurs près de la Caisse d'épargne, allez le voir, pas très loin du restaurant Le Dauphin. C'est une fantaisie qui a été réalisée pour orner le jardin en quelque sorte. L'hôtel a disparu, mais cette petite construction était liée uniquement au jardin. De la même façon, ces jardins ornementaux, on va le trouver à la Tour des Gendarmes. La Tour des Gendarmes, c'était une sorte de résidence d'été d'une famille de Caen qui allait l'après-midi dans ce lieu clos avec un joli jardin à l'intérieur. Et on montait sur les remparts pour admirer l'Orne qui coulait au loin. Donc c'était exclusivement des jardins ornementaux dans cette fameuse Tour des Gendarmes. Et puis, on a avec le XVIIe la multiplication des congrégations religieuses qui s'installent, vous voyez, dans l'île Saint-Jean. C'est bien l'île Saint-Jean est bien entourée d'eau, l'Orne et ses bras. Et on voit tous ces bâtiments qui apparaissent avec des jardins. Des jardins qui sont décrits comme des jardins de la Renaissance, avec la perspective, la symétrie, les allées. On a donc
un usage qui n'est plus du tout vivrier, mais qui est purement ornemental pour rehausser la beauté des bâtiments. Et puis, on va voir apparaître également des places. Il existe déjà la place Saint-Sauveur, mais elle est uniquement minérale. La place royale, la place de la République, est construite sur la prairie. Elle est construite sur la prairie. Vous la reconnaissez peut-être pas très bien, puisque la perspective que l'on a ici correspond au séminaire des eudistes, qui est devenu l'hôtel de ville, et puis ensuite qui a été détruit lors des bombardements de 1944. Et ce bâtiment n'existe donc plus et s'ouvre sur cette fameuse place dont l'enjeu est de savoir ce que l'on va en faire. La place est plantée de tilleuls sur ses quatre côtés, comme aujourd'hui. Hein, comme aujourd'hui. Donc la place plantée apparaît à cette époque. Et au centre, vous avez un espace qui est ouvert, comme l'espace d'aujourd'hui. Je dois dire que la réfection de la place de la République depuis 5 ans correspond à peu près donc, à l'origine de cette place, Louis XIV en moins. Et il est convenu de se promener, de se montrer, ce qui va surtout se développer dans d'autres espaces qui sont les cours, les allées. Et vous voyez ici, dans ce plan de Philippe Buache, le grand cours, le cours conique, qui longe là. Et puis, dans une teinte plus claire, le cours La Reine, qui correspond au cours général de Gaulle. En fait, le cours La Reine a été mis en place dans un premier temps, puis doublé ensuite par le grand cours. Et ce sont des lieux où on vient faire, comme dans la Renaissance italienne, le corso. C'est-à-dire, on vient se promener, on vient se montrer. Il y a une allée centrale, 2 contre-allées sur les côtés. Le système est simple. Au centre, les carrosses, les cavaliers, l'aristocratie, la grande bourgeoisie. Sur les côtés, le petit peuple qui regarde ce qui se passe au centre. Et on se montre au beau jour, on montre ses tenues, les plus belles bien sûr, parfois avec le sens du mensonge, ce qui amène un bourgeois de Caen à écrire ceci. Une femme de boutique, vous rendez-vous compte, paraît dans les promenades avec autant d'élégance et des objets de toilette aussi recherchés que les femmes d'un rang supérieur. Et il ajoute, il n'y a plus de distinction. Donc c'est un lieu où on se montre. Lieu où on se montre, c'est d'ailleurs, dans un autre ouvrage, je montre que ce corso à Caen, finalement, s'est déplacé le long de la mer le dimanche, où on fait des allers-retours avec des tenues qui ne sont plus des tenues du même acabit. Les jardins à la française vont pouvoir se développer à partir du XVIIIe. Dans les 2 abbayes, 2 événements, si je puis dire, vont permettre le développement de ces jardins. D'une part, on construit de nouveaux bâtiments conventuels. C'est le moine Guillaume de la Tremblay, aussi bien l'abbaye aux hommes que l'abbaye aux dames, qui construit de nouveaux bâtiments conventuels. Les anciens étaient hors d'usage, d'une part. Et puis d'autre part, les murailles autour de Caen, c'est l'œuvre de l'intendant Fontette, les murailles disparaissent. Et vous voyez que le jardin de l'abbaye aux hommes peut s'étendre à l'est cette fois-ci, puisqu'il n'y a plus la contrainte des murailles. Et donc, le successeur de Guillaume de la Tremblay, Dom Miséré, un autre moine, architecte, développe un beau jardin à la française, comme vous le voyez, 2 premiers parterres, un arrondi, puis 2 parterres suivants, et des parterres comprenant sans doute petits arbres ou arbustes. Subsiste, malgré tout, en haut, un verger, et en contrebas, qui correspond au parking, vous savez, à l'intérieur de la mairie, là où il y a les services de sécurité, eh bien, un potager relativement conséquent, auquel on accède par ces quelques marches, sous laquelle, d'ailleurs, il y a des caves où on peut entreposer des éléments. Subsistent aussi quelques jardins à l'arrière, mais qui sont plus des jardins d'utilité, dans cette cour où il y a toujours les activités, le moulin, le pressoir, la forge, etc.
Le dessin du jardin du cloître est curieux. Il est curieux parce qu'il ne correspond plus du tout au principe de l'abbaye de Saint-Gall, qui dit que le cloître doit comprendre 4 carrés, hein, la croix christique, comme je le disais tout à l'heure, et d'autant que la circulation des moines pour aller du réfectoire au dortoir se fait bien sûr par les ouvertures qui sont à ce niveau-là. Et quand vous voyez le dessin, on ne comprend pas très bien ce dessin qui ne débouche, les allées ne débouchent sur rien du tout. Ce qui fait que je mets en doute la réalisation. Ce plan est un projet. En doute la réalisation de ce projet. Et je crois que quand on prend ce qu'il y avait au 19e et début du 20e, les parterres n'étaient pas tout à fait ainsi. Ils permettaient, sans avoir une croix christique, de permettre la circulation des moines. À l'abbaye aux Dames, on a le même principe. Hein. J'ai toujours le même moine Miséré qui a fait le dessin. 2 parterres, 2 nouveaux parterres, et puis des rectangles d'arbustes et d'arbres. C'est exactement le dessin, exactement à peu près, le dessin actuel qui était repris par l'abbaye aux Hommes, le conseil régional, il y a plusieurs années. Avec cette petite colline qui sera par la suite surmontée d'un cèdre, et le potager à droite, et le verger à gauche, comme à l'abbaye aux Hommes. Donc on a toujours des jardins vivriers d'utilité, et maintenant des jardins ornementaux. C'est aussi cette époque où on voit apparaître un jardin scientifique. Le jardin d'un plante apparaît au milieu du XVIIIe siècle, vers 1736, pour les besoins de l'université. Les enseignants bricolaient un jardin dans leur maison, mais ce n'était pas suffisant pour faire l'enseignement de la botanique, de telle sorte qu'on trouve un jardin à l'endroit où il est actuellement, 7000 mètres carrés, hein, c'est pas très grand, qui correspond au jardin botanique actuel. Hein, quand vous rentrez dans le jardin des plantes, c'est à gauche. C'est ce jardin dont on a le plan de Farin du XVIIIe. Donc nous avons dans la partie supérieure ces plates-bandes qui exposent les plantes normandes en particulier, ou les plantes qui viennent d'ailleurs. Les cours se faisant dans cette salle, la salle verte, où on emmène les étudiants éventuellement découvrir l'ensemble de ces plantes. Et puis il y a des bosquets, bien sûr, qui complètent. Il y a ici une pépinière, un verger et un ensemble de bosquets ici. Avec, dans cet endroit, quelques serres pour cultiver des plantes exotiques. Donc c'est un jardin de nature purement scientifique, hein, pour l'université. Le terrain appartient à l'université. Et il est fréquenté, à la fin du XVIIIe, au moment de la Révolution, exactement, par Georges Cuvier. Georges Cuvier était canet quand il avait une vingtaine d'années. Il était précepteur d'un enfant d'une famille noble aristocratique de Caen, et quand il avait un peu de loisir, il se précipitait au jardin des plantes, et il observait, et il a constitué un herbier dont il y a plusieurs planches qui sont conservées au Muséum de Paris. Il en est devenu le directeur par la suite. Hein. Et puis au musée de Belfort, puisqu'il était originaire de Belfort, et également à Zurich. Malheureusement, il n'y a pas de planches qui sont disponibles à Caen, alors même que ces planches nous montrent que le Conisa glutinosa, le conis des prés dont il a dessiné à la main l'espèce, a bien été fait à Caen, H-A-C, Orté à Cadomensi. Donc cette planche, je l'ai eue par, je crois que c'est par le musée de Belfort. Avec la Révolution, on va changer, bien sûr, d'époque. On rentre dans une période qui est plutôt une période de régression pour les jardins calais. Plutôt une période de régression, puisque les beaux jardins des 2 abbayes vont d'abord, bien sûr, être massacrés, disons le terme, à l'abbaye aux Hommes par la transformation de l'abbaye en lycée. Et donc, on va faire du jardin une cour de récréation, et puis on va couper le jardin par ces grilles d'une esthétique quelconque.
Pour l'abbaye aux Dames, c'est pire. Un régiment de cavalerie avec plusieurs centaines de chevaux s'installe dans l'abbaye. Et vous pouvez imaginer que les plantes sont absolument massacrées, disparaissent. Le jardin ensuite est affecté à la fonction hospitalière de l'abbaye aux Dames, et donc ça devient une sorte de grandes allées avec des arbres, mais le jardin à la française disparaît complètement. Donc premier acte, ces deux jardins disparaissent. Deuxième acte, l'urbanisme n'est pas très favorable à l'espace vert. Pourquoi ? Parce que on va assainir la ville, on va recouvrir les cours d'eau avec les berges qui disparaissent. Bien sûr, l'assainissement sur le plan de l'hygiène est excellent, mais les berges un peu vertes disparaissent. De grands équipements sont réalisés, comme les équipements portuaires, avec la construction du canal, les quais. On perce des grandes voies, comme le boulevard Bertrand. Donc tout ceci n'est pas très propice, d'autant qu'il n'y a pas de création de jardins. Les jardins du château disparaissent parce qu'on y construit une caserne et on y met 1500 militaires, ce qui, là encore, conduit à la disparition des jardins, alors même qu'il y avait de beaux jardins, puisque un prisonnier qui nous décrit en 1785 les jardins du château parle de magnifiques ensembles. Enfin, élément supplémentaire, la prairie se voit encore réduite. Elle se voit réduite en particulier par la construction de voies de chemin de fer. Vous voyez, la construction de la voie Caen-Vire, Caen-Flers, Caen-Cherbourg, Caen-Coursol, etc., etc. Ensemble de constructions de voies vers 1850 qui conduisent Barbet de Revilly à dire « Ils vont couper ce splendide morceau de verdure et rompre un horizon beau à sa manière, comme la baie de Naples ou la vue du Bosphore. » Bon, je me suis demandé après ça ce qui avait pris Barbet de Revilly dans cette envolée. La prairie est belle, je ne le conteste pas. J'ai traversé le Bosphore, je crois qu'il faut rester modeste. Donc la prairie se rétracte. On va aussi voir des activités se développer du côté de la cité Gardin, ce qu'on appelle la cité Gardin. Mais la fonction récréative de la prairie, qui a toujours existé depuis des siècles et des siècles, va être complétée par la création de cet hippodrome. Et la création de cet hippodrome est tout à fait intéressante parce qu'elle correspond à l'évolution économique, et là c'est l'économiste qui est de retour, avec les courses au trot. Pourquoi des courses au trot à Caen ? Eh bien, au début de la révolution industrielle, dans les années 1800, on a une amélioration des voies de communication. L'empierrement des voies fait que maintenant, le cheval de trait n'est plus nécessaire pour tirer les diligences. On va plus vite, et c'est le cheval de trot qui va être utilisé. Et pour sélectionner les meilleurs chevaux de trot, eh bien, on va faire des courses. Les premières courses de trot ont lieu à Cherbourg, sur la Grève, puis à Caen. Et Caen va devenir, dès cette époque, un des centres des courses de trot pour sélectionner les races. On crée quand même un jardin au cours de cette période, un seul jardin, ou plutôt on va étendre le jardin des plantes. On va l'étendre, on va faire un jardin, il était de 7000 m², un jardin de 3 hectares à peu près, en achetant de nouveaux terrains et en faisant, comme dans d'autres villes françaises d'ailleurs, à Angers ou à Rennes ou partout ailleurs, des jardins paysagers. On va faire des jardins paysagers qui donc ont une fonction, cette fois-ci, ni scientifique, ni vivrière, mais une fonction purement récréative. C'est un élément nouveau au XIXe siècle. Et vous voyez cette fonction récréative avec cette femme qui a un petit papier, une lettre, que sais-je, dans une allée que vous connaissez bien. Donc les jardins n'ont pas beaucoup progressé dans cette période. La guerre va, effectivement, la guerre 40-45 va bouleverser un peu la donne. D'abord avec la reconstruction. La reconstruction va se faire selon quelques principes essentiels. En particulier, la reconstruction de Caen se fait en fonction des monuments qui sont essentiels, le château, les deux abbayes. Et il s'agit de mettre en valeur ces monuments. De les mettre en valeur comment ? Eh bien, en particulier le château, par le jardin. Le jardin
aura une fonction purement ornementale de mise en valeur. Le château, avant et après la guerre, n'est pas du tout le château d'aujourd'hui. Le château est entouré de maisons. Sur cette photo du début du XXe siècle, on ne distingue pas les remparts. Vous voyez des maisons. Vous êtes ici à l'entrée du château. Et vous voyez que vous avez un ensemble de maisons qui cachent le château. Quand vous prenez le château d'aujourd'hui, nous sommes rigoureusement dans la même vue. Rigoureusement dans la même vue. Je reviens en arrière. Regardez bien. Vous avez la poterne d'entrée. Et la voici. Donc la reconstruction voulait mettre en valeur le château comme le point nodal, si vous voulez, du centre de Caen. L'articulation, le point d'articulation entre l'avenue du 6 juin et la rue Saint-Pierre, le point d'articulation entre le camp reconstruit et le camp ancien. Et pour mettre en valeur ce point nodal, on l'a entouré de jardins qui font les délices des étudiants lorsque le soleil arrive. Premier élément, donc. Deuxième élément, pas tout à fait sur le plan chronologique exact, mais je synthétise, si je puis dire. On restaure les jardins ornementaux des deux abbayes, selon le même principe, la mise en valeur des deux grands monuments de Caen, en plus du château. Et je m'intéresse ici uniquement aux 4 carrés monastiques. On retrouve enfin le principe monastique qu'on avait perdu au cours du 19e et 20e siècle, et la restauration de l'abbaye s'est faite avec des jardins monastiques, encore que je ne crois pas que ces dessins existaient dans les premiers temps de l'abbaye. Il n'y a pas de lavabo, comme vous le remarquez, puisque les moines, quand ils passaient dans le jardin du cloître, se lavaient les mains, ils passaient des offices au réfectoire. Le lavabo, on l'a découvert dans des fouilles il y a une trentaine d'années, existait mais ont disparu. Et puis, on crée un nouveau jardin. Alors, c'est un peu peut-être une surprise pour vous. Je prétends qu'effectivement, j'ai passé beaucoup d'années, plusieurs décennies à l'université de Caen, je prétends que, outre les bâtiments, l'université est en fait un grand jardin qui malheureusement n'a pas été mis en place comme il avait été prévu par l'architecte Henri Bernard, et qui n'est pas mis en valeur comme il devrait l'être. J'ai repris le plan d'Henri Bernard, et vous voyez que ce jardin est un jardin à la française, avec une haute valeur symbolique, puisque le jardin est centré sur le donjon de Guillaume. Un premier parterre qui correspond aux jets d'eau qui ont été mis en place il y a peu de temps, puis le phénix, 2 premiers parterres, 2 autres parterres, la cour de l'honneur de l'université, avec 4 carrés monastiques, correspondant aux galeries vitrées, la bibliothèque qui est ici, que l'on pourrait appeler le donjon des livres. On passe sous la galerie vitrée et on passe entre 2 colonnes avec une colonne à droite Guillaume et une colonne à gauche Mathilde. Puis, comme dans un jardin à la française, comme dans les grands jardins à la française, y compris au jardin de Brécy, on monte vers une perspective. Et quelle perspective? L'Angleterre. J'essaye actuellement de convaincre, j'ai plaidé auprès de Joël Bruno, j'essaye de plaider auprès de l'université, qu'on retrouve ce jardin et qu'on en fasse un autre jardin ouvert à tous les Canets. Je trouve qu'en plus, sur le plan symbolique, il est tout à fait intéressant. Et puis, après la reconstruction, alors la construction, c'est aussi de grandes allées, de grandes voies, je veux dire. L'avenue du 6 juin avec des arbres, on crée des voies aérées. Après la construction, vient le temps de la croissance démographique et urbaine. De 1945 à 1975 à peu près, la population de Caen double. La population de Caen double. Cela veut dire que l'on construit la Guérinière, la Grâce de Dieu, le Calvaire Saint-Pierre, la Pierre-Rosée, le Couvre-Chef, le Chemin Vert. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait cette photo. On met de l'herbe autour des immeubles. Dans le manuscrit que j'ai donné à mon éditeur, la correctrice avait dit non, mettre de l'herbe autour des immeubles, ce n'est pas une phrase très élégante. Et elle m'a proposé une autre phrase.
Je lui ai dit non, je veux conserver cette phrase peu élégante, parce que ça correspond bien à la politique urbaine de l'époque, mettre de l'herbe autour des immeubles, c'est-à-dire des espaces indifférenciés, inconsistants, sans usage, autour des immeubles. Cette période était une période sur le plan du jardin, qui est une période, en dehors des grands jardins des abbayes, de l'université, du château, c'est une période pauvre. Il n'y a pas eu la création d'un seul jardin au cours de cette période. La création de jardins va venir à partir des années 80. Des grands jardins, des petits, des moyens. La politique qui est ouverte par le maire Giraud, il l'exprime très rapidement. Il dit, après un cycle quantitatif, je vais faire un cercle qualitatif. Et son adjoint, Franck Dincombe, va être particulièrement actif sur le plan des jardins. Jardin de la colline aux oiseaux, c'est quelque chose qui est sur le plan de l'histoire tout à fait remarquable. Au cours d'une émission de la France défigurée, Franck Dincombe est interviewé. Et au cours de l'interview, il invente la colline aux oiseaux. Personne n'était au courant, le maire n'était pas au courant, les adjoints n'étaient pas au courant, les espaces verts n'étaient pas au courant. Et il fait cette trouvaille au fur et à mesure de l'interview. Les deux grands tas d'ordures, les deux collines d'ordures qui étaient près du chemin vert, on va les recouvrir de terre et progressivement on va les transformer en jardin. Effectivement, à partir du creusement du stade d'Ornano, à partir de modifications d'échangeurs routiers, on met la terre sur ces collines. Un stagiaire de l'école de Versailles des paysages était aux espaces verts de Caen. On lui demande de faire un projet. Il fait un projet. Il dit, écoutez, les deux collines d'ordures, on va là faire des jardins à thème, et puis sur l'autre, on va faire un panorama sur la ville. Et puis, entre les deux, à la place de l'usine de compostage des déchets, eh bien, dans cette partie-là, on va faire un amphithéâtre. Un amphithéâtre de quoi? De roses. Donc, il n'y a pas eu de concours, il n'y a pas eu de jury, il n'y a pas eu d'enquête publique, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de bureau d'études, d'architectes paysagistes. Ce s'est fait comme ça, à la va que je te pousse. Eh bien, je trouve que c'est réussi. C'est un ensemble qui est... Je suis allé il y a 3 jours encore à la Roseraie, qui est en transformation, qui doit encore évoluer. C'est très réussi. Donc un très grand jardin. Et le plus gros succès, c'est de regarder le nombre de voitures sur le parking. Il est toujours plein. Donc c'est un jardin qui est récréatif à tous les niveaux. Un très grand jardin. Deuxième jardin que je trouve tout à fait intéressant, c'est le jardin Claude de Camp, qui est dans la rive droite de l'Orne, qui est le terrain d'une ancienne caserne, le 43e de régiment d'artillerie. Et le plan en est un plan simple, un plan très à la française, si je puis dire, avec le bâtiment de commandement qui a été conservé, qui n'est pas trop mal. Vous voyez des parterres, tout simple, un arrondi de parterres, le cercle de nouveaux parterres. Un jardin de chambre qui s'inspire directement de Mésidon-Canon, les Chartreuses, avec des thèmes par chambre. Un espace récréatif, voilà. Et quand on y passe, il est très fréquenté par les enfants, les familles, les jeunes, les moins jeunes. Des jardins plus petits, comme la Venelle aux Champs. Vous ne voyez peut-être pas où il se trouve. Quand vous montez la rue de Falaise, au début de la rue de Falaise, vous avez une espèce de mauvais terrain vague avec des escaliers. Eh bien, vous le prenez et vous allez déboucher, si vous continuez, sur ce jardin qui domine les toits de Caen, qui est, je trouve, très romantique, qui a été créé il n'y a pas très longtemps, sur un ancien terrain d'une entreprise de bâtiment qui stockait là ses matériaux. Et puis, avec ces allées, on débouche sur le cimetière Saint-Jean, qui est un lieu tout à fait magnifique, puisque
dans les jardins de Caen, il faut compter les cimetières qu'on appelle dormants. Les cimetières dormants, c'est les cimetières qui ont été désaffectés, sauf pour des familles qui ont toujours des concessions perpétuelles. Vous avez 4 cimetières de ce type-là à Caen, le cimetière Saint-Jean, le cimetière des Quatre Nations qui est derrière le Jardin des Plantes, le cimetière Saint-Pierre qui est au début de la rue de la Délivrande, et puis le tout petit cimetière protestant à côté de la faculté de droit à l'université. Mais surtout, ne manquez pas le cimetière Saint-Jean et le cimetière des Quatre Nations. Les Quatre Nations, pourquoi? Parce que 4 paroisses se sont réunies à une époque où il était interdit de faire des jardins au centre des villes françaises. Donc ils se sont unis, ces 4 paroisses, pour créer un nouveau cimetière à l'extérieur de Caen, au XVIIIe. Et ce sont des lieux où vous trouvez... cimetière dormant, c'est curieux comme nom pour un cimetière. Toute la terminologie des cimetières est curieuse. Il est actif quand on y enterre les morts, paradoxe, et il devient dormant quand on n'y enterre plus les morts. Et ce sont des lieux lieux de vie. On voit des familles avec des enfants. J'ai vu une fois dans une chapelle délabrée de jeunes ados qui s'embrassaient, peut-être pour la première fois. Enfin, tout un ensemble très, très poétique, et puis de très jolies tombes. Arcis de Caumont, Bertrand, sans compter, bien sûr, notre Brumel au cimetière protestant. Donc, allez-y, courez-y. Et puis, des jardins plus petits, comme celui du jardin du musée de la nature, compris entre l'abbaye aux hommes et le logis ducal. Si vous ne le connaissez pas, là aussi, allez-y. C'est un jardin qui est très agréable. Et si vous y allez, asseyez-vous sur un banc et puis laissez-vous porter par les bruits. Les bruits, non pas actuels, mais les bruits anciens. Puisqu'il y avait là un moulin. Donc il y avait le bruit de l'écrasement de la meule, de l'écrasement des grains par la meule. Il y avait une boulangerie. Donc il y avait l'odeur du pain. Il y avait une forge. Donc on entendait les soufflets. Donc c'est un jardin qui correspond à toute une atmosphère monastique qui aujourd'hui a disparu, mais qui a été recréée, je trouve, par ce jardin. Un petit jardin aussi, qui n'est pas un jardin public, qui est ouvert le dimanche, c'est le jardin Luna Rossa, qui est au bout de la rue Caponnière, l'ancien Pont Sauveur. Et c'est un petit jardin qui est un musée d'art naïf. Et il vaut vraiment le détour. Enfin, à côté des jardins, ont été créés. Alors, vous voyez, il y a eu beaucoup de jardins qui ont été créés. Je ne les ai pas tous cités là. Ce qui est nouveau en particulier, c'est que ces jardins ont été créés dans des quartiers nouveaux. La Folie Couvre-Chef, on a créé le jardin de la Fossette, ce qui ne s'est pas fait à la Guérinière ou au Calvaire Saint-Pierre. Et puis, autre pratique, c'est la création d'espaces naturels. La vallée des Jardins, bien sûr, c'était une ferme. Après la guerre, c'était une ferme où les voisins venaient chercher avec leur timbale le lait de la ferme. Et puis, bien sûr, la prairie. La prairie, par laquelle je vais terminer, qui est vraiment l'originalité de la ville de Caen, puisque c'est un pré au milieu de la ville, un pré sans aucune fioriture, si je puis dire. Pourquoi est-il arrivé aussi préservé? Non pas en surface, puisque la surface a beaucoup diminué, mais en prairie. Eh bien, je voudrais vous parler de la pratique des secondes herbes. Au Moyen-Âge, s'est instaurée une pratique qui a été de laisser aux habitants de Caen la possibilité, le droit, c'est devenu un droit coutumier, de venir couper l'herbe à partir de septembre, de faire paître les bêtes sans aucune contrainte. Les propriétaires avaient donc les premières herbes, mai, juin, et puis ensuite c'était la population pour les secondes herbes. Les propriétaires, tout au long des siècles, ont essayé de mettre à bas ce droit coutumier, y compris très tardivement. En 1932, un des derniers propriétaires d'une partie de la prairie a voulu que l'on supprime ce droit aux secondes herbes.
La justice l'a débouté en lui disant c'est un droit coutumier qui doit être respecté. Et quelle était la conséquence de ce droit aux secondes herbes? C'est qu'il était interdit de clore, interdit de faire des haies, interdit de mettre des fossés. Et c'est pour ça que la prairie nous est arrivée dans cet état de préservation. Et donc participe grandement au verdissement de la ville. Je vous remercie.